Je m'appelle Claude Giraud, je suis maraîchère en Bourgogne, maintenant Bourgogne-Franche-Comté, et je suis la commission internationale de la conf depuis trop longtemps. Voilà. Mais bon, la place est disponible, c'est pour qui veut. Alors l'objectif de cet atelier ambitieux, c'était de faire la preuve, d'apporter la preuve que nos luttes quotidiennes dans nos fermes ne sont pas des luttes hors sol, qu'elles sont connectées à des luttes internationales. Parce que nos ennemis, dans tous les pays, sont les mêmes. Les moyens de lutte sont différents, le vécu est différent, mais quelque part, il y a beaucoup de choses en commun. Et à la fois, nous avons beaucoup à apprendre de nos collègues étrangers, mais ils ont beaucoup à nous apporter. Alors aujourd'hui, certains d'entre eux ont pu se déplacer et venir, et nous allons essayer de travailler ensemble. Alors l'international, c'est immense, hein. Ça couvre toutes les problématiques agricoles. Pour faire simple, on en a quand même sélectionné 4. Donc ces 4, c'est les semences, entre autres semences paysannes, semences OGM, les migrations et la problématique des travailleurs migrants saisonniers, les luttes foncières, l'accès au foncier, et le commerce international. Donc, dans un premier temps, nous voulions essayer de travailler en petits groupes sur ces 4 thématiques. Donc, se répartir un petit peu dans l'espace, là, dans ce petit espace, pour déjà vous faire participer, pour que nous ayons une vision de ce que vous connaissez, mais surtout de vos attentes, des questions que vous vous posez sur ces luttes. Et puis, donc, ça sera un premier temps assez court. Et puis après, nous ferons la restitution et la synthèse à la fois avec des paysans de la conf et de nos invités internationaux. Voilà. Donc, bon, je ne sais pas, on peut peut-être commencer par semences ici, vu que tu es là. Sur le foncier, plus loin, au milieu, le bloc au milieu. Ce bloc-là sur travailleurs migrants, et puis le bloc du bout, enfin le dernier quart, sur le commerce international. Voilà. Et vous choisissez là où vous voulez aller, sachant que l'un n'exclut pas l'autre, vu qu'après la synthèse, on reprend tous les sujets. Hein. Voilà. Faire un exposé nécessaire, un résumé nécessairement truandé, parce qu'on n'a pas non plus autant de temps que ça, sur ce qui s'est dit dans les différents groupes. Alors moi, j'étais dans le groupe sur les accords de libre-échange et on a commencé à poser des questions aux gens sur savoir qu'est-ce qu'ils connaissaient de ces accords et quelle vision ils en avaient. Et on a pu constater que, quelque part, malgré tout, les mobilisations contre les accords en cours de négociation et négociés pour ce qui est le cas du Canada entre l'Europe et l'Amérique du Nord sont plus ou moins connus et craints. Donc craint parce que c'est une concurrence sociale, environnementale, c'est une menace sur les normes, c'est une pression plus forte encore des lobbies de l'agro et des géants de l'agroalimentaire et bon voilà, et tout ce qui s'ensuit. Et puis, nécessairement, j'ai posé la question sur oui, mais et les autres accords? Et donc, sur les autres accords, voilà, les connaissances étaient bien évidemment plus, on le sait, hein, on est tous dans ce cas-là, étaient plus floues. Donc, Ibrahim a un petit peu éclairé notre lanterne. Merci et bon après-midi. Donc, en fait, ici, effectivement, très peu de gens sont informés du fait que l'Union européenne, la Commission européenne. Hein? Ah, ok. Oui, mon nom est Ibrahim Koulibaly. Je suis paysan, je viens du Mali. Je suis président d'une organisation nationale des paysans du Mali qui s'appelle la Coordination nationale des organisations paysannes du Mali. Et donc, un vieux ami de la conf, j'étais déjà invité au congrès de Strasbourg en 2003. Et donc, je suis très, très proche des idées que la conf défend, puisque nous avons les mêmes combats chez nous
Bon, c'est souvent peut-être pas évident, mais je pense que nous sommes beaucoup plus proches que les gens le pensent réellement, même si les situations sont par ailleurs assez différentes. Donc, l'accord de partenariat économique est très mal connu en Europe parce que tout simplement, il faut reconnaître que ça n'a pas intéressé ni mobilisé beaucoup de monde ici, mais nous, ça nous a énormément mobilisé en Afrique parce qu'avant, il y avait effectivement un accord commercial entre l'Union européenne et les 77 pays Afrique, Caraïbes et Pacifique. Cet accord qu'on appelait l'accord de Cotonou permettait théoriquement à ces pays d'exporter des produits tropicaux sans droit de douane en Europe et sans réciprocité. C'est-à-dire que l'Europe n'avait pas le droit de faire la même chose. Mais si vous évaluez, les évaluations de cet accord ont montré que ce commerce n'a pratiquement pas apporté grand-chose à ces pays. Avec l'avènement de l'Union européenne, disons de l'OMC, l'Europe a trouvé un moyen d'imposer un accord de libre-échange à ces pays en disant que maintenant, puisque l'OMC est là, ce n'était plus possible pour elle de continuer à tenir un type d'accord de ce genre et qu'il fallait se mettre aux normes de l'OMC pour régler son problème à lui. Donc c'était un accord un accord de libre-échange avec réciprocité totale, ce qu'on appelle les accords bilatéraux, que l'OMC permet. Bon, donc c'est ainsi qu'est née cette question des APE. En 2003, l'Europe a proposé de façon unilatérale un accord à ces 77 pays qui sont souvent regroupés en régions. Si vous prenez l'Afrique de l'Ouest, nous avons la CEDEAO qui est l'équivalent de l'Union européenne, c'est-à-dire nous avons une région qui est intégrée, qui essaie de mettre en place la libre circulation des personnes, des biens, des politiques sectorielles, d'infrastructures, de santé, tout ce que les normes, bon, tout ce que l'Europe est en train de faire pratiquement, mais ce n'est pas achevé. Et un marché unique avec la préférence pour les produits régionaux. Mais c'est en ce moment que l'Europe a proposé les APE. Ça veut dire, c'était un coup d'arrêt pour toute cette énergie qui était déployée pour construire une région économique forte. Donc nous, en tant que paysans, nous étions la première ligne de combat parce que c'était les produits agricoles et alimentaires qui allaient être les plus touchés, d'autant plus que l'agriculture familiale chez nous est quand même le premier secteur créateur de travail. Chez nous, c'est 75% de la population travaille dans l'agriculture. Ce n'est pas vos 2% ici. Donc, si vous détruisez ça, c'est la guerre civile. C'est même pire. C'est-à-dire, je ne sais même pas si on peut qualifier un mot en français pour qualifier ce que ça va donner. Si vous détruisez l'agriculture vivrière en Afrique. Les gens produisent d'abord pour leur alimentation, pas pour le marché mondial, pas pour vendre d'abord. On vend bien sûr, on va sur le marché, tout le monde va sur le marché. Mais c'est pas... Donc, ça veut dire que vous vous attaquez à l'alimentation des êtres humains. Et une personne qui n'a pas mangé est prête à tout. Ça a déjà été prouvé dans l'histoire. Donc, c'est pourquoi nous nous sommes mobilisés et nous avons dit non, nous refusons, nous ne pouvons pas accepter cela. Et nous avons fait de grosses mobilisations en Afrique de l'Ouest qui ont fait que, pour une fois, j'ai dit pour une fois où moi j'ai été fier d'être africain, c'est quand la CEDEAO a dit je ne signe pas. Et si ce n'était pas la CEDEAO, si c'était individuellement les États, tous nos chefs d'État seraient tombés comme des mouches parce qu'aucun d'entre eux n'aurait pu résister à la pression qu'allait exercer la Commission de l'Union européenne. Parce qu'ils sont tous dépendants de ces fameux fonds européens qui sont donnés pour soi-disant faire du développement, mais qui vont dans tout sauf du développement. Vous pourrez même arrêter de nous en donner, ça nous ferait du bien. Donc, dans ces conditions, nous nous sommes mobilisés et la CEDEAO a dit on ne peut pas signer parce que nous sommes en train de nous construire en tant qu'espace économique régional. Nous sommes en train de mettre en place des politiques. Si vous nous demandez d'ouvrir nos marchés, ça veut dire que notre marché va disparaître. Nous allons être en concurrence frontale avec vos produits. Et donc, ça veut dire nous, on arrête le travail. Et donc, ça crée une vraie confrontation. La Commission a fait des menaces pour dire je vais arrêter tous les fonds. Bon, il ne disait pas ça clairement, mais c'était à peu près clair. Pour dire si vous ne signez pas, vous allez avoir des problèmes. Bon, c'est pour dire que jusqu'à il y a 3 ans,
de 2003 jusqu'à récemment, on n'avait pas pu signer. L'Europe n'avait pas pu faire signer ces accords à tous les pays. Mais l'Europe avait fait une stratégie des zizanies à l'intérieur de la CEDEAO. C'est-à-dire, ils ont fait signer 2 pays, le Ghana et la Côte d'Ivoire, qui exportent quelques kilos d'ananas ou des bananes, pour leur dire, si vous ne signez pas, on arrête ça tout de suite. Donc ces 2 pays, pour ne pas perdre ces petits avantages, ont signé. C'est comme dire, bon, dans la famille, vous avez soi-disant le même intérêt, mais 2 membres de la famille signent avec l'ennemi. Donc ça veut dire que vous avez le cheval de Troie dans la famille. Le cheval de Troie est déjà à l'intérieur, le ver est dans le fruit. Donc ça veut dire que on tournait en rond. On ne peut plus savoir, soit on avance, donc tous les pays signent, donc on va dans les API, on détruit notre économie, notre industrie naissante, tout, ou alors on revient, donc l'espace de l'intégration disparaît. Voilà, donc ça veut dire, c'est cette situation dans laquelle nous étions jusqu'à récemment, où l'Europe a changé sa stratégie, maintenant a fait pression individuellement sur les chefs d'État africains, qui dépendent beaucoup de l'Europe, et tous les chefs d'État, je vous dis, sont tombés pratiquement, en dehors du Nigeria, aujourd'hui, qui est le seul pays qui n'a pas encore signé les API, sinon tous les autres ont signé. Bon, je ne vais pas être plus long que ça, c'est pour dire que cet accord, nous continuons à nous battre, à nous mobiliser, pour que notre région soit protégée par des tarifs douaniers protecteurs, parce que nous négocions un tarif extérieur commun avec notre espace d'intégration qui est la CEDEAO, qui doit protéger nos productions agricoles pour nous permettre effectivement d'avoir une chance de nous nourrir en tant qu'espace régional, donc d'avoir notre souveraineté alimentaire, mais aussi de construire une économie qui permet effectivement aux jeunes, je reviens sur cette question des jeunes, de rester. Parce que ça ne sert à rien de s'apitoyer, de crier, de dire oui, il y a des milliers de morts dans la Méditerranée quand des pirogues remplies se noient, alors que les responsables de ça, c'est la Commission européenne, c'est la Banque mondiale. Ce sont eux qui sont responsables de la mort de ces millions de jeunes africains, dont le seul projet aujourd'hui est de venir en Europe ou aller chercher de l'or. Parce qu'ils ne croient plus en l'agriculture, parce qu'on a détruit l'agriculture depuis des décennies à travers le programme d'ajustement structurel. Et l'Europe veut achever la chose aujourd'hui avec les APE. Donc, ces gens sont les premiers responsables de la migration des jeunes. Donc, il faut qu'on se mobilise ensemble. C'est pourquoi il faut internationaliser ces luttes. Il faut qu'on se donne la main. Nul individuellement ne peut y arriver. Il ne faut pas croire. Personne ne doit s'enfermer sur soi. Si on ne se donne pas la main, on va tous mourir ensemble. Il n'y a pas quelqu'un qui va se sauver. Aller sur Mars, ça ne se fera pas. On va tous mourir ici. Ou alors on va tous vivre. Merci. Oui, bonjour, je suis Federico Pacheco de l'Andalousie. Je viens du syndicat d'ouvriers du champ, syndicat des saisonniers. Je fais partie du comité de coordination de Via Campesina Europe. Et il faut dire qu'on travaille, je travaille dans de différents dossiers et toujours la participation de la Confédération paysanne est très importante. Alors que je crois que il y a, comme disait Claude tout à l'heure au début, il y a tout, non? Chaque lutte, chaque réalité, chaque situation quotidienne a un rapport européen et international. Il faut toutes les luttes, les situations, il faut tenir en compte cette vision parce que sinon on est complètement isolé et ça aboutit à rien, non? On avait parlé aussi des droits paysans, on n'a pas eu le temps de parler dans le petit groupe. On disait que je voulais dire seulement que la Via Campesina, c'est une organisation internationale qui commence à fonctionner en 1993 et est en relation directe avec ce que Ibrahim il parlait, c'est-à-dire l'agriculture paysanne, la paysannerie. Et c'était décrété déjà que ça allait disparaître. C'était décrété sa disparition par la révolution verte, scientifiquement, politiquement, économiquement. On mesurait le niveau de développement d'un pays par son nombre de paysans, quoi. C'est-à-dire si on avait une paysannerie minimale, alors on était beaucoup plus développé parce qu'on avait une agriculture industrialisée, les machines, tout ça. Alors que avec l'OMC, la Ronde d'Uruguay, tout ça, on allait mettre l'agriculture dans le libre-échange international
Et ça c'était le dernier élément pour tuer complètement la paysannerie dans le monde. Alors à ce moment-là, la Via Campesina s'est organisée pour défendre la paysannerie. Et comme disait Ibrahim, il y a la paysannerie et vivrière, il y a la paysannerie, il y a les petits paysans, les agriculteurs. Toute cette situation, c'est-à-dire maintenant, à partir de quelques années plus tard, on a commencé avec un projet de déclaration des droits paysans. C'est-à-dire, on existe en tant que paysan et on veut défendre notre existence, notre façon de vivre, parce qu'on est en péril total. Tout le temps, on est avec une situation et il y a une disparition de petits paysans continue en Europe, mais dans le monde en général. Et il faut avoir un outil pour défendre nos droits à l'existence. Et depuis quelques années, on est dans un processus à Genève, au Conseil des droits de l'homme, et on a beaucoup avancé, et on a un document qu'on est en train de défendre, lutter, ce n'est pas gagné encore, où on parle de droits à la terre, aux ressources, les droits à la souveraineté alimentaire, les droits aux semences, les droits aux revenus économiques, aux droits aux services dans le milieu rural. Et il y a, je vous dis, il y a un guide qu'on a fait sur la situation de la déclaration à ce moment-là, et aussi sur les violations des droits de paysans et de défenseurs de paysans dans le monde. Parce que la criminalisation, c'est un autre phénomène énorme qui est à côté de tout ça, non, qui a à voir. Alors, je fais une réflexion quand on a parlé de paysans et de la défense des droits des paysans. Et ça nous mène aussi à dire, c'est qui quand on parle de la paysannerie ou du milieu rural? C'est le paysan autonome qui produit pour lui, ou il y a d'autres acteurs, il y a l'agriculteur qui se voit pousser à développer une agriculture plus efficace, plus industrialisée, qui a des salariés, et il y a les salariés ruraux qui font partie de ça. Il y a toute une variété dans notre milieu rural. Et le défi ou l'enjeu de la Via Campesina, c'était aussi de créer des alliances à l'interne. Nous avons des contradictions de petits paysans qui exploitent des travailleurs agricoles, des salariés, ou de petits paysans qui sont contre les salariés de la plantation, qui voient comme une concurrence, quoi. Les sans-terre avec la grande plantation qui a des ouvriers agricoles. Tout ça, c'est un débat que nous avons eu dans les groupes de travail de migration aux saisonniers. Et ici en Europe, on a fait un grand travail avec le SOC, avec les Italiens d'Ari, et avec la Confédération paysanne, surtout par le travail d'un historique de la Conf, Nicolas Danz, et qui a beaucoup travaillé et qu'on est dans un moment très important, je crois, au niveau de l'argumentation et de la coordination. On a fait la dernière assemblée à Rome de Via Campesina Europe. On a approuvé un document de base sur la migration et le travail rural. Et très important parce que ça nous donne la base de dire, bien, en tant que paysan, on a des problèmes. On a un revenu, on a des problèmes avec la banque, avec les semences, avec le marché. Mais en aucun cas, ça justifie qu'on exploite d'autres personnes. Ça, c'est des idées. Il faut créer des alliances pour lutter ensemble contre les vraies causes de notre situation. Comme disait Coliva, les transnationales, l'agriculture industrialisée, le pouvoir, tout ça. Et je voulais parler aussi, dans le groupe de travail, on a parlé surtout de la migration. Parce que la plupart des gens qui quittent leur pays, ce sont des paysans, comme disait Coulibaly, avec des raisons, des causes structurelles. Et on a réfléchi de dire, bien, d'abord, la migration n'est pas un problème, la migration est un phénomène qui vient de toujours et qui est à la base de notre culture, de notre développement social, économique, tata. Le problème, c'est la migration forcée par la colonisation, l'esclavage, et maintenant par une gestion de la migration qui va, d'un côté, piller nos ressources au sud, et d'autre part, avoir de main-d'œuvre vulnérable, flexible et soumise dans l'agriculture du Nord. C'est ça le problème, pas la migration, pas les personnes. On est pour la libre circulation des personnes. Alors que dans le petit groupe, on disait, qu'est-ce qui se passe
il y avait l'intérêt ou la préoccupation de dire il y a le phénomène qu'on connaît de la forteresse européenne des gens qui viennent, qui se noient dans la Méditerranée. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et on parlait de l'accueil. Les expériences que les gens ont présentées, ce sont des expériences concrètes d'accueil individuelles ou de quelques mairies et des initiatives pour loger des gens. On parlait de la solidarité. Mais je crois que ce qu'on respirait, c'est qu'on est complètement limité. Parce que même on disait, il y a dans la région de Montpellier, il y a des mairies qui ont eu des initiatives, mais à un moment donné, les politiciens, ils ont dit, bien, on veut faire ça, mais maintenant, on ne peut pas être présent, on ne peut pas trop dire de notre participation parce qu'il y a les élections municipales qui arrivent. Alors, ça nous montre qu'il y a un problème social, c'est-à-dire le discours de l'extrême droite, de la droite, du système capitaliste, le discours de la peur, le discours de la haine, le discours de confrontement, c'est le discours qui arrive aux gens, quoi. C'est le discours plus facile, plus démagogique. Alors il faut faire un grand travail pour changer ça, pour changer ces situations de force, c'est-à-dire on ne parle pas de solidarité avec les migrants, on parle de responsabilité parce qu'on est dans un monde global où on est responsable de ce qui se passe ailleurs. Et il faut trouver, et je crois que ça, c'est un élément aussi à tenir en compte. Et Ibrahim, il le disait à la fin, c'est-à-dire nos luttes en général doivent être internationales. Mais il faut trouver, plus loin que la solidarité ou l'humanisme comme ça, l'intérêt commun qu'on a dans ces luttes. Le problème de migrants, de paysans qui sont forcés de quitter leur pays et venir risquer la mort pour venir en Europe, ce n'est pas un problème de l'Afrique, de l'Amérique latine, de l'Europe de l'Est. C'est un problème mondial, c'est un problème qui nous touche directement. L'exploitation de travailleurs salariés en Europe, dans l'agriculture ou ailleurs, c'est un problème qui va nous arriver à tout le monde. C'est ça ce qu'il faut. Ce n'est pas facile, des fois, à faire comprendre, nous-mêmes, en tant que mouvement, à comprendre l'intérêt commun qui existe derrière tout ça. Parce que sinon, si on veut toujours dire non, devant cette crise civilisationnelle générale, le seul chemin, c'est de sauver chacun de son côté. Si on croit à ça, et la plus grande partie de la population croit à ça, et les médias, et les discours démagogiques, tout ça, et c'est ça, c'est un grand truc à travailler, je crois. Et c'est ça ce qu'on voulait un peu dire. Et on n'a pas, si vous voulez, on n'a pas des solutions, on n'a pas des choses claires. C'est un gros sujet dans la paysannerie, dans le milieu rural, mais dans la société en général, non? Alors que c'est plutôt des éléments de réflexion et de travail que nous avons devant. Merci. Alors on enchaîne directement parce qu'il y a tellement de problèmes. Ah oui, mais je ne vais pas vous rassurer, moi. Je vais vous parler des problèmes de la terre et donc de l'accès au foncier. Donc, je m'appelle Christian Roquayrol, donc je suis paysan dans le sud d'Aveyron, sur le plateau du Larzac. Et voilà, et je me suis pas mal occupé des questions internationales ces derniers temps, avec beaucoup d'autres, pas tout seul, mais bon, c'est passionnant. Donc, au niveau de la Via Campesina, bien sûr, CVC, la Via Campesina. Et je me suis particulièrement intéressé, c'est pour ça qu'on m'a demandé d'intervenir là-dessus, au phénomène qu'on a appelé le phénomène des accaparements de terre. Accaparement, le mot dit bien ce qu'il veut dire, c'est-à-dire du vol de la terre des paysans, en particulier dans les pays du Sud, Amérique du Sud, Afrique, et aussi en Asie, et aussi, bien entendu, chez nous, en Europe, et chez nous aussi, même en France, il y a des phénomènes d'accaparement qui sont de notre niveau, d'une autre nature, mais j'en parlerai très vite. Donc, ce qu'on a appelé le phénomène des accaparements de terre, moi, j'en entends parler depuis le début des années 2000, mais je pense que ça a commencé aussi avant. Mais ça a pris une telle ampleur à ce moment-là
c'est devenu très visible. Et donc, pour vous illustrer à peu près ce que ça représente en volume, la terre en France, cultivée ou travaillée ou pâturée, la terre agricole, c'est 25 millions d'hectares. Actuellement, les chiffres des accaparements de terre aussi entre 60 millions pour la Banque mondiale, on va dire, qu'ils annoncent 60 millions de terres comme ça, qui prises par eux, ils appellent ça des investisseurs, ils n'ont pas des accapareurs, et 250 millions. Et on pense qu'on est encore pas tout à fait dans la réalité parce que c'est un phénomène assez souterrain, où tout n'est jamais dit, où il y a des choses qu'on ne sait pas, et on a beaucoup de mal à avoir des chiffres précis de par les États, même les États concernés. Et donc on est peut-être même loin du truc. Donc c'est entre 3 fois, on va dire, et 10 fois la surface de la France cultivée. Donc c'est énorme. C'est énorme aussi pour des petits paysans qui cultivent pour vivre entre 1,5 et 2 hectares. Et d'après la FAO, c'est ces paysans-là qui nourrissent aujourd'hui le monde. C'est-à-dire que sur 30% de la terre cultivée, ces paysans-là, ces petits agriculteurs vivriers, produisent 70% de l'alimentation mondiale, sur 30% des surfaces. Donc ça veut dire que c'est une agriculture qui est beaucoup plus intensive, dans le bon sens du terme, que l'agriculture industrielle, qui est en fait une agriculture extensive. Quand on fait son jardin, on se rend bien compte qu'on peut sortir des tonnes et des tonnes de légumes sur 1 hectare, alors que si on cultive du blé, voilà, on en sort beaucoup moins que sur 1 hectare. Donc c'est un peu ça qu'il faut avoir en tête. Quand on parle d'accaparement de terre, c'est ces petits paysans-là qu'on met en danger, et c'est ces terres-là qu'on accapare pour faire, quoi donc ? Je vous le donne en mille, pour faire des carburants pour nos bagnoles. C'est-à-dire pour faire du jatropha, ou beaucoup, maintenant la mode, c'est le palmier à huile, qui, d'après certains, est cultivé de manière plus ou moins équitable. Il y a des labels dans le WWF qui labellisent certaines plantations de palmiers à huile parce qu'elles sont un peu moins, on va dire, intensives, un peu moins chimiquées ou un peu moins prises sur la forêt primaire que d'autres. Mais enfin, pour moi, c'est toujours un vol de terre pour faire du carburant plutôt que de laisser les terres aux gens pour faire leur alimentation, ce qui est quand même assez dramatique. Donc, ce qu'on a discuté un peu dans notre atelier, c'est comment on peut, nous, avoir de nos pays une prise et, sur les accapareurs, comment on peut les dissuader d'aller accaparer. Déjà, il faut les démasquer, il faut voir qui c'est chez nous. Alors, chez nous, moi j'en connais au moins 3, mais il y en a beaucoup d'autres que je ne connais sans doute pas. Il y a Pergam Finance, qui était une société financière qui investit beaucoup en Amérique du Sud. Au Paraguay, je crois en particulier. Il y a Bec BD, le frère de l'autre, là, qui est très connu, là, qui passe souvent à la radio, à la télé. Donc Bec BD, c'est aussi un investisseur, comme on dit pudiquement, mais lui sur l'Europe de l'Est, en particulier en Ukraine et en Roumanie, peut-être même en Pologne. Donc voilà, il va faire des céréales dans ces pays-là et ça fait du fric. Alors voilà, ces gens-là ont tous le discours de dire on amène nos capitaux et on est des investisseurs et on développe ces pays-là. Et le troisième, que je connais un peu plus particulièrement et que vous connaissez tous aussi, c'est la société Bolloré. Donc Bolloré, actuellement, d'après les dernières estimations qu'on a eues de l'association Grain, qui fait un énorme travail là-dessus. Il y a des gens un peu dans le monde entier qui font ce genre de recherche sur les accaparements de terre et qui diffusent ces résultats. D'après UN, Bolloré a 400 000 hectares de terre en Afrique. 400 000 hectares, hein, je compte bien les zéros là. Et donc, ce type-là, qui se targue d'être l'ami de M. Sarkozy, etc., et qui, bien sûr, est propriétaire de médias, donc Canal+, accaparé ces terres-là, en particulier dans 6 pays qui sont actuellement le Sierra Leone, le Cambodge en Asie, le Sierra Leone, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Libéria, et j'en oublie toujours un ou deux, le Nigeria, et je ne sais pas si j'ai dû en oublier un, Libéria. Enfin bref, ce sont des pays africains très pauvres, où la terre appartient à l'État. Donc c'est l'État qui maîtrise les baux qu'ils font à ces gens-là. Et les petits paysans, on leur promet, une minute, tu rigoles, on leur promet à ces petits paysans de monts et merveilles, on leur promet qu'on leur fera des hôpitaux, des écoles, des dispensaires, des routes, etc. Et qu'on leur laissera suffisamment de terre pour cultiver
pour faire leur agriculture vivrière. En fait, rien de tout cela. Ils s'aperçoivent au bout de quelques années que rien de tout cela n'arrive, ou alors au compte-gouttes. Et ces gens-là se sont regroupés grâce à une petite association française qui s'appelle REACT, qui est sur Grenoble. Ils se sont regroupés en coordination de lutte contre les accaparements Bolloré-Socfin. Que Bolloré se cache derrière une société qui s'appelle la Socfin, qui est une société luxembourgeoise dont il possède 38% des actions, et que chaque fois qu'on l'interpelle, nous dit « mais nous, on n'y est pour rien, c'est pas nous qui gérons tout ça ». Et donc, depuis 3 ans, on perturbe l'Assemblée générale de Bolloré à Puteaux. On a même empêché les actionnaires de rentrer 2 matinées. Et l'an dernier, on a réussi à perturber son AG de l'intérieur parce qu'on a fait prendre quelques actions à quelques militants qui ont posé des questions gênantes à Bolloré, dont il sait très bien, il a dit bon, on se rencontrera pour en reparler, on verra, mais enfin, ce que vous dites, c'est pas tout à fait vrai, les gens sont très bien traités, il y a quelques agitateurs, des révolutionnaires locaux, etc., qui viennent saccager les plantations de temps en temps, mais ça, c'est un problème pénal, etc. Et donc, le sens de mon discours, c'est de dire que si on veut avoir un impact fort sur ces accapareurs de terre, il faut en prendre un ou deux, pas au hasard, qui sont bien représentatifs, voire qu'un seul, et vraiment foutre le paquet. Et là où j'insiste, c'est pour dire que la Confédération paysanne y participe à ces actions, mais moi je trouve qu'elle y participe trop faiblement. Et on sait que Bolloré a des hectares de terre en France. Il a une île dans le Morbihan, je crois. Si je me trompe, les Morbihanais me le diront. Et là, il a 2 exploitations viticoles dans le golfe de Saint-Tropez. Et moi, je trouve que ça serait bien qu'on aille collectivement et très nombreux, un de ces jours, aller accaparer ces terres pour lui faire voir ce que ça fait. Et pour porter... Bon, vous savez tous, alors c'est super. On va organiser ça. Pour cet automne, on va essayer. Non, mais c'est dans le Var, c'est pas très loin. Et donc, pour le mettre sur le devant de la scène, sur son rôle comment dirais-je, de rapace, quoi, sur les pays pauvres. Ce type-là, il possède tous les plus grands ports d'Afrique, il possède des lignes de chemin de fer, 400 000 hectares de terre, et encore, on ne sait pas tout. Donc, il faut arrêter tout ça. Et pour l'arrêter, je pense qu'une des seules manières, c'est de le mettre en pleine lumière, tout ça. Ils n'aiment pas ça. Ils dépensent des dizaines de millions d'euros pour bien peaufiner leur image dans les médias. Il faut absolument qu'on leur casse cette image, et il n'y a que comme ça qu'on les atteindra. Et puis, on verra bien s'il faut aller plus loin après. Mais faisons déjà ça, parce qu'aller perturber l'AG, je pense que ça ne suffit plus maintenant. On a pris du retard, donc on va être un peu rapide. Guy Kassler, paysan, enfin retraité, mais toujours paysan, dans le département de l'Hérault, ancien vigneron et fromager en brebis. Je m'occupe à la Confédération paysanne des dossiers semences et OGM, mais aussi pour la Via Campesina internationale, notamment dans les instances de la gouvernance mondiale où on peut suivre ce qui se passe et essayer d'organiser la résistance grâce aussi au gouvernement des pays du Sud, dont un certain nombre sont assez proches des idées de la Via Campesina. Pour que vous vous rendiez compte, la Via Campesina, ça représente 200 millions de paysans. Alors, peut-être plus de paysannes que de paysans, contrairement à cette table. Il y a plus de femmes, notamment dans beaucoup de pays du Sud, qui travaillent la terre que d'hommes. 170 organisations dans 73 pays. On est la plus grosse organisation mondiale paysanne. Et à ce titre-là, on a un poids important quand on intervient dans les lieux de la gouvernance mondiale dont je vais vous parler. Alors, quand on se réunit entre nous, alors ça coûte cher, c'est pas écolo parce que ça coûte des billets d'avion. Donc on ne se réunit pas tous les jours, mais on fait 2 constats. Le premier constat, c'est que dans chaque pays, un pays après l'autre, les droits des paysans sur leurs semences, et notamment tous les droits des paysans, aussi sur les semences, leur droit de conserver leurs semences, de les réutiliser, de les échanger et de les vendre, sont criminalisés par les lois dans tous les pays du monde. Donc on voit bien que là, il y a une offensive internationale contre l'autonomie semencière paysanne. La deuxième chose dont nous prenons conscience, c'est que nos plantes souffrent de ce qu'on appelle le changement climatique. Je préfère le terme de perturbation climatique parce que la responsabilité anthropique, la responsabilité de l'homme y est pour quelque chose, même si elle n'explique pas tout.
Donc ces perturbations climatiques, nos plantes souffrent. Et les rythmes habituels de sélection paysanne, c'est-à-dire comment les paysans accompagnent les plantes pour qu'elles évoluent en même temps que le monde, n'est peut-être pas tout à fait assez rapide. Et aujourd'hui, il faut qu'on prenne des initiatives pour adapter nos plantes au changement climatique et en même temps pour lutter contre le changement climatique, puisque l'agriculture paysanne refroidit la planète. Et à ce titre-là, le rôle de la Via Campesina, derrière un slogan qui, ici en France, on ressent mal, c'est l'agroécologie, parce que notre ancien ministre de l'Agriculture nous l'a volé. Donc on va parler d'agroécologie paysanne. Derrière tout le travail qui est fait avec l'agroécologie paysanne au sein de la Via Campesina, il s'agit avant tout de garder la maîtrise technique et politique de l'organisation collective des sélections paysannes de semences. Le deuxième constat qu'on fait dans les organes de la gouvernance mondiale aujourd'hui. L'industrie a voulu privatiser les semences avec les OGM. Alors, oui, il y a des problèmes environnementaux, oui, il y a des problèmes sanitaires, oui, il y a franchissement de la barrière des espèces, c'est inacceptable. Il y a avant tout des brevets qui, par la contamination génétique, permettent à l'industrie de s'approprier nos propres semences. L'Europe en premier, mais beaucoup de pays du monde n'ont pas voulu les OGM. L'industrie a compris. Vous n'en voulez pas, c'est pas grave, vous en aurez. Il suffit de ne pas les appeler OGM. Et donc, ils ont inventé tout un discours. Avant, on faisait la transgénèse. C'est vrai que c'est une antiquité, la transgénèse, aujourd'hui. Ils ont des nouvelles techniques génétiques qui leur permettent de faire exactement la même chose sans... Oui, il y a des traces, mais ils ne décrivent pas la trace. Quand je mets un gène de poisson dans une fraise, je dis que j'ai mis un gène de poisson, on le retrouve tout de suite. Quand j'ai modifié les gènes de la fraise en mettant un gène de poisson, mais que le gène de poisson est ressorti, j'ai fait la même chose, mais je n'indique pas la trace de la modification génétique. Le brevet est lié. Et ils sont en train, avec ces stratégies, de s'emparer petit à petit de toutes les semences de nos parents, qui sont dans les banques de gènes, dans les collections de semences mondiales, et de nos semences qui existent dans nos champs. Mais ça ne leur suffit pas. Parce qu'ils travaillent sur des ordinateurs, des informations dématérialisées, ils ne travaillent plus avec des graines maintenant. Sur l'ordinateur, ils ont peut-être des séquences génétiques, mais ils ne savent pas quels sont les nouveaux caractères d'adaptation, notamment aux perturbations climatiques, qui apparaissent. Parce que ceux-là, ils apparaissent dans nos champs et dans nos étables. C'est nous, les paysans, qui le savons. Donc, ils ont besoin, en plus de s'approprier maintenant de nos connaissances, de manière à les faire rentrer dans leurs ordinateurs sous forme dématérialisée et à déposer des brevets sur le lien entre un gène et un caractère qui sera incontournable à cause du changement climatique. Et je conclurai en disant, non pas pour dramatiser, parce que la résistance paysanne, elle est forte, et je vous en ai parlé en introduction, ce travail qu'on fait de développement des semences paysannes, il n'y en avait pas en France il y a 15 ans, et aujourd'hui, c'est des milliers de paysans qui sont totalement indépendants de l'industrie, c'est-à-dire qu'ils ont sélectionné leurs propres semences, ils ne les ont pas sélectionnées avec les semences qui viennent de l'industrie, ils les ont sélectionnées avec les semences qui viennent de nos parents. Donc c'est un mouvement qui prend de l'ampleur, pas que dans les pays du Sud. Dans les pays du Sud, c'est les 3/4 de la nourriture disponible sur la planète, comme l'a dit Christian, mais qui se développe aussi chez nous. Donc la résistance est forte, je ne suis pas là pour vous faire peur, mais sachez que les décisions européennes et internationales sur la volonté de l'industrie de déréguler les OGM, et donc de ne plus les appeler des OGM, vont se prendre dans le premier semestre 2018. Et que si d'ici là, on n'a pas, nous, déclenché un mouvement très important de refus de cette dérégulation, il faut absolument les appeler des OGM, eh bien, on ne gagnera pas. Un dernier mot, parce que je vois que mon collègue Dumir-Jacques me regarde, l'importance de ce dont tu as parlé, la déclaration des droits des paysans à l'ONU. Pour vous dire comment ça se passe. Les droits des paysans sont déjà reconnus dans un traité qui date de 2000, qui a été ratifié définitivement en 2005. C'est le traité international, disons, sur les semences de la FAO, qui reconnaît ces droits de conserver, d'échanger et de vendre des semences, sous réserve des lois nationales. Donc les États font ce qu'ils veulent et ne les appliquent pas. Dans la déclaration de l'ONU, nous avons écrit les mêmes droits, mais on a supprimé sous réserve des lois nationales. Si on ne gagne pas, on ne doit rien changer. Mais si on gagne, on aura une déclaration internationale, abritée par l'ONU, contraignante, qui nous permettra de développer les semences paysannes, non pas dans la clandestinité ou dans l'illégalité, mais dans la légalité. Je crois que c'est Fanny maintenant. Ah oui, il y a Christian là.
Bonjour. Fanny, qui a un mandat international et moi qui l'a eu dans un autre temps, a eu l'idée qu'on compare un peu nos époques militantes, et il y a une génération qui nous sépare, et j'ai trouvé que l'exercice était intéressant, mais le problème c'est qu'on n'a pas trop de temps. J'espère qu'on aura le temps de dire les choses de manière assez importante. J'ai été à l'exécutif de la CPE, un mandat de la Confédération paysanne de 1996 à 2002. Et il faut rappeler quand même que la coordination paysanne européenne a été une actrice de la création de Via Campesina en 1992. Donc je crois qu'il faut le rappeler, et au passage, je crois qu'il faut qu'on salue le travail qu'avait fait Gérard Choplin à cette époque-là. Cette époque, c'est la grande période où les règles du commerce international s'imposent. Je crois, on en a parlé, les uns les autres en ont parlé, c'est les accords du GATT qui se terminent par l'accord de Marrakech, les accords de l'OMC, et qui vont occuper le syndicalisme européen et international de manière très importante. Parce que je crois qu'il faut que chacun sache que dès lors qu'un pays est signataire des accords de l'OMC, il a une obligation d'accès au marché, ce qui veut dire qu'on ne peut plus protéger son marché, et que les acteurs économiques vont là où c'est le moins cher, et c'est dans ce monde-là que l'on est aujourd'hui. Et parallèlement à cette ouverture internationale des marchés, il y a un concept qui est élaboré par la Via Campesina, qui est le concept de souveraineté alimentaire. Et je vais en dire 2 mots à la fin. Les 144 pays signataires de l'OMC, je vous l'ai dit, ce qui est surprenant, c'est que même les pays pauvres l'ont signé. Ibrahim a parlé des conséquences sur les pays pauvres, mais on n'a toujours pas compris pourquoi des pays qui avaient très peu de choses à exporter sont devenus des pays signataires. Même, on peut penser quand même qu'il y a des acteurs économiques qui ont fait une très grosse pression pour que ces pays les signent. L'obligation d'accès au marché, il y a un deuxième point qui est beaucoup plus grave, c'est qu'on ne revient dans les négociations, personne ne revient en arrière sur ce qui est déjà acté. Ce qui veut dire que tout ce qui a été signé à chaque étape des accords de l'OMC, on ne revient pas en arrière. Ce qui veut dire que c'est ce qu'ils appellent le phénomène du cliquet, où même si les pays constatent des dégâts après, ils ne peuvent plus revenir en arrière. Et puis un organe de règlement des différends, c'est que si un pays ne respecte pas les règles, eh bien il peut être condamné par l'OMC, et c'est le pays victime des échanges distorsifs qui choisit la pénalité. Et c'est pour ça que les Américains, parce que l'Europe ne voulait pas du bœuf aux hormones, a pénalisé les produits de qualité dont le Roquefort, et qui ont conduit au démontage du McDo. La CPE disait à cette époque-là, nous ne sommes plus dans une confrontation nord-sud, mais dans une confrontation entre 2 modèles qui existent au nord et au sud. Et je crois que c'est pas faux, parce que les process industriels sont aussi partis. Au Kenya, il y a une ferme énorme de fleurs coupées. En Argentine, il y a des énormes fermes, au Brésil aussi. Et donc, ça n'est plus la confrontation entre l'Europe et les États-Unis par rapport aux autres. C'est vraiment des modèles qui sont entre les mains d'acteurs économiques très importants. Donc je vais très vite, je reviens sur la souveraineté alimentaire, parce que donc le concept a été élaboré par la CPE et la Via Campesina, qui était un concept très très clair, et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, dans les débats syndicaux, il y a la petite souveraineté alimentaire et la grande souveraineté alimentaire. La petite souveraineté alimentaire, c'est c'est le concept que l'on utilise quand par exemple, les gens font des circuits courts, des marchés de proximité, et qui disent, moi je participe à la souveraineté alimentaire parce que je nourris ma population, mais ce sont des comportements plutôt locaux qui ne touchent pas au commerce international. Alors que le concept de souveraineté alimentaire affirmait que chaque pays a le droit de décider de sa production en quantité et en qualité, et de la protéger. Et de la protéger, c'est un terme que l'on a du mal de prononcer aujourd'hui. S'il n'y a pas de protection, quand on décide de quelque chose, eh bien on a tout faux. Quand nous disons par exemple qu'il faut réguler les productions, si on régule les productions mais qu'on laisse les surplus des autres pays venir, la régulation ne sert à rien. Ce terme de production, je voudrais, s'il y a une chose que vous devez retenir de ce que je vais vous dire, c'est qu'il n'y aura pas de solution. Si Ibrahim a parlé de droits de douane ou d'un terme comme ça, qui doit être accessible à tous les pays, y compris aux nôtres. Il y a un bel exemple qui a fonctionné l'an dernier, c'est le diméthoate sur la cerise. Quelqu'un en a parlé tout à l'heure. Le diméthoate, on l'interdit, mais sauf les producteurs disent, si on l'interdit ici, les cerises au diméthoate vont venir d'ailleurs. Eh bien, le FOL a eu le courage d'interdire les cerises au diméthoate. Voilà une mesure protectionniste qui peut être reprise par les hommes politiques.
Qu'est-ce que je peux dire encore Alors, oui, je vais finir en disant l'histoire de la Confédération paysanne, elle a toujours été un peu hésitante sur la question internationale. Et tous ceux qui se sont engagés sur les questions européennes internationales sont convaincus qu'il n'y a pas d'avenir dans les combats syndicaux si on reste sur des combats hexagonaux. Les problèmes sont devenus des problèmes internationaux, des problèmes européens, et que parce qu'ils ont une dimension européenne internationale, eh bien, la réponse ne pourra être qu'européenne internationale. J'ai oublié juste une chose, et ça sera mon dernier mot, c'est que quand on parle de souveraineté, bien sûr, on est très gêné que des syndicats, des partis d'extrême droite utilisent ce mot de souverainisme. Sauf que la différence qui est très importante pour nous, c'est que la souveraineté telle qu'on la veut n'est pas nationale. On l'avait formulée de la manière suivante, qu'il puisse y avoir des échanges, des marchés entre pays à niveau de développement comparable. Et l'Europe en faisait partie. Les Africains de l'Ouest ont essayé de faire un espèce de marché commun entre pays à niveau de développement comparable, mais en aucun cas on ne doit subir la dictature de ces pays qui produisent avec du dumping économique, du dumping social et du dumping environnemental. Donc là, le droit de douane est vraiment la seule réponse pour reconstruire une agriculture à dimension paysanne et à dimension humaine. Merci. Bonjour, moi je m'appelle Fanny Métra, je suis paysanne moutonnière en Ardèche et je vais tenter de conclure sur les dernières années des luttes Via Campesina où la conf s'est fortement engagée. J'ai écrit pour que ça aille plus vite, du coup je vais lire ce que j'ai écrit. Que ce soit à la Confédération paysanne ou à la Via Campesina, les bagarres se croisent, se complètent, s'unissent. Le repli corporatiste et nationaliste est illusoire et dangereux. Les contextes et les enjeux peuvent sembler différents, mais l'ennemi est le même. Le capitalisme agresse, la répression oppresse, mais la grande famille paysanne continue à vivre et travailler sur cette terre commune. Elle lutte pour ses droits et sa dignité. On l'a vu, l'OMC a été le berceau des nouvelles formes d'accords de libre-échange, aux sigles barbares et flippants comme le TAFTA et le CETA, qui nous font craindre pour nos droits. Mais on oublie souvent tous ceux qu'on a signés et qu'on continue de signer en tant qu'Union européenne avec des pays dont la population a tout à perdre. Les lois du commerce mondial rentrent jusque dans nos fermes et la seule bagarre possible est à mener au-delà de nos frontières pour la souveraineté alimentaire des peuples. La Via Campesina porte la voix des paysannes et des paysans, des peuples indigènes, des pastoraux, des pêcheurs, des travailleuses et travailleurs agricoles, des migrantes et des migrants. Elle continue son combat contre la marchandisation du vivant et le diktat des multinationales à travers la lutte contre les OGM et toute nouvelle forme de transgénèse. Certaines victoires donnent de l'espoir. Par exemple, au Burkina Faso, qui s'était enlisé dans la culture de coton OGM-BT, les militants ont réussi il y a 2 ans à dégager Monsanto du pays après de longues années de conscientisation de la population et d'âpres manifestations. La lutte paye parfois, mais la route est longue encore. Depuis les émeutes de la faim en 2007 et la crise financière qui a suivi, la terre est devenue une stratégie d'approvisionnement pour les gouvernements fortement dépendants et une valeur refuge incontournable pour les investisseurs privés, financés en grande partie par les fonds de pension occidentaux. Sous l'incitation de la Banque mondiale, les États endettés ont décidé de vendre ou louer leurs meilleures terres sur le marché international, rapportant 3 fois plus que les placements boursiers et 7 fois plus que l'immobilier. La guerre pour la terre fait rage sur tous les continents. Plus de 80 millions d'hectares auraient été volés aux paysans et aux paysannes, spoliant au passage les droits d'usage, les droits coutumiers et collectifs. En France, la bagarre se décline sous différentes formes. Contre les grands projets inutiles, contre le cumul des terres, pour la défense des droits des fermiers. On croyait être à l'abri des grands accapareurs, mais il y a peu, on a vu débarquer une firme chinoise à l'assaut des terres dans l'Indre. La porte est ouverte, mais jusqu'où allons aller ? La Via Campesina, comme la Conf, se bat sur le terrain pour le maintien et l'accès à la terre, à celles et ceux qui la travaillent, pour la reconnaissance des droits d'usage et pour une gouvernance foncière populaire. Elle joue un rôle essentiel auprès de la FAO pour rendre les directives foncières contraignantes. Avec l'accélération du réchauffement climatique, ces mêmes entreprises mortifères soutenues par nos gouvernements tentent un passage en force avec leur soi-disant économie verte, ou comment spéculer sur les communs en enrobant leur supercherie dans du papier recyclé made in hypocrisie. Parce que ce sont les fausses solutions qui accaparent aussi les terres et détruisent toujours plus les communautés paysannes, qui doivent pourtant déjà faire face à l'avancée du désert, à la montée des mers. On enchaîne les COP, et à chaque fois on veut nous faire croire qu'ils vont réussir à concilier les intérêts d'une paysanne algérienne qui balaye le sable chaque matin pour épargner son jardin et faire reculer à sa manière le désert, avec ceux d'un communicant cravaté d'une société productrice d'agrocarburants qui parle de rendre le climat sexy. C'est du vécu, c'était à Marrakech.
Les paysans et les paysannes en lutte aux quatre coins du monde, 20 ans après le massacre d'Eldorado de Carajás, la répression continue d'être terrible et pour avoir défendu leurs terres, de nombreux camarades sont emprisonnés, torturés et tués. Il est temps que l'ONU adopte la déclaration des droits paysans que la Via Campesina porte pour renforcer les droits des peuples ruraux à protéger leurs moyens de subsistance et à continuer à nourrir le monde. Face au changement climatique, aux accaparements de terres, à la guerre économique, aux menaces des forces de l'ordre, combien de personnes sont obligées et vont encore être obligées de fuir pour sauver leur peau et celle de leurs enfants, trouver un refuge, une terre d'accueil, un pays aux airs de cocagne. Quelques jours après que Cédric Arrou, paysan de la vallée de la Roya à la frontière italienne, a été condamné coupable de solidarité avec des migrants, je voudrais terminer cette conclusion en lisant un extrait de la déclaration finale de la 7e conférence de la Via Campesina qui a eu lieu en juillet au Pays Basque. Ceux qui s'accaparent les ressources sont en guerre contre nous, le plus souvent via l'OMC, la Banque mondiale, le FMI, l'impérialisme, les traités de libre-échange et les lois qui privatisent les communs, mais aussi de plus en plus par des bombardements, des occupations militaires et des mesures économiques génocidaires. Nous sommes solidaires du peuple palestinien et des autres peuples qui continuent de souffrir et de résister face à ces dictats. Des millions de migrantes et de migrants et de réfugiés sont forcés de se déplacer à cause de la guerre, du manque d'accès aux besoins primaires. Le vent glacial de la xénophobie, du racisme, du fondamentalisme religieux, de la haine de classe souffle sur de nombreux pays. Des millions d'entre nous migrons comme une forme de résistance pour que nous ne disparissions pas en tant que peuple, paysans, femmes ou jeunes. Nous défions les frontières, faisons tomber les murs et nous opposons au racisme et à la xénophobie. Nous construisons un mouvement qui articule les paysannes et les paysans, les travailleuses et travailleurs ruraux, les migrantes et les migrants, non comme des victimes méritant assistance, mais bien comme des détenteurs de droits, y compris du droit à la libre circulation des personnes. À l'image des militants de la Roya, soyons toutes et tous solidaires délinquants. Merci à vous. On va libérer la salle parce que ça fait des heures que